Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, d'abord l'actualité de cette soirée, l'attente fébrile en Espagne et en Europe de la déclaration de Carles Puigdemont. Le président catalan vient de la reporter d'1 heure. Le suspense continue donc alors qu'on s'attend à ce qu'il fasse une déclaration unilatérale d'indépendance. Pourquoi ce report? Pourquoi ce flottement? Est-il sous pression? Nous en parlerons avec notre invité Mathieu Petithomme, spécialiste de l'Espagne, dans un instant. Le match des idées, il opposera ce soir Alexandre Malafaye, fondateur du think tank Sinopia, à Benjamin Coria, membre des économistes atterrés. Nous reviendrons sur les enjeux économiques de cette crise catalane. Nous évoquerons aussi le sujet du jour en France. C'est la grève des fonctionnaires. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté dans les rues du pays selon les syndicats. L'exécutif méprise-t-il les fonctionnaires? Nous en débattrons sur ce plateau. Enfin, notre grand débat ce soir autour de la métropole du Grand Paris. Emmanuel Macron veut y intégrer les 3 départements de la Petite Couronne en les fusionnant. C'est un Big Bang territorial censé simplifier le millefeuille, mais il est lourd de conséquences pour beaucoup d'acteurs. Certains élus sont d'ailleurs vent debout contre cette réforme. Ils se sont réunis cet après-midi pour le faire savoir. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Mais d'abord, la Catalogne, donc. Cela fait des jours que toute l'Espagne et même toute l'Europe retient son souffle en attendant cette intervention de Carles Puigdemont devant le Parlement régional. Et il l'a donc reporté d'1 heure. On va en parler dans un instant dans l'entretien. Avec nous donc pour cet entretien, Mathieu Petithomme, politologue spécialiste de l'Espagne. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais d'abord votre interprétation sur cette heure de report. Il devait s'exprimer aux alentours de 18h. Il a finalement annoncé que ce serait plutôt vers 19h. Pourquoi ce report? Pourquoi ce flottement d'après vous? Alors ce report et ce flottement, à mon sens, il s'explique parce que les indépendantistes en fait sont divisés. En leur sein, il y a différentes composantes. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, il y a un bloc qui va de l'extrême gauche à un parti qui est conservateur. Donc en fait, idéologiquement, ils ont des postures très différentes. Et on l'a vu par exemple récemment, la bourgeoisie catalane, classiquement, elle est très proche des milieux économiques. Et on a eu des signaux récemment où des entreprises sont parties à Madrid, des banques, la Caixa, Sabadell, qui partent à Valence ou à Alicante. Ça a pu faire basculer certains d'entre eux? En tout cas, ça crée débat au sein du mouvement indépendantiste. Et d'autre part, on a d'autres qui sont sur des positions plus radicales, disons ceux qui sont plutôt à gauche. On a un parti qui est la CUP, la Candidatura d'Unitat Popular, qui est un parti d'extrême gauche. Et on a Esquerra, qui est un parti de gauche, qui eux veulent clairement déclarer de façon unilatérale l'indépendance. Donc ça débat au sein du bloc indépendantiste. Mais malgré tout, il est assez probable qu'il y ait ce soir une déclaration unilatérale. Pour vous, il va la faire. On a lu pas mal de papiers aujourd'hui de la presse catalane affirmant qu'il allait le faire, mais qu'il allait peut-être infléchir son discours, notamment en parlant de négociations larges avec Madrid. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a de dire qu'il y a une indépendance irrévocable, ce qui me semble assez difficile. Et il y a l'idée de dire on a une indépendance formelle en ouvrant une période de transition, bref, avec des artifices rhétoriques, mais pour dire qu'on ouvre une nouvelle période. Ce qui est clair, c'est qu'il est très peu probable qu'il fasse marche arrière, parce que s'il faisait marche arrière, ne serait-ce que tous les indépendantistes qui vont être dans la rue en face du Parlement vont être extrêmement déçus. Ce sont ses électeurs, il y a l'Assemblée nationale catalane, donc il y a tout un mouvement social indépendantiste très fort qui existe depuis 2012, donc c'est assez peu probable. Mais ce qui est clair, c'est que c'est tout à fait risqué. Parce que, eh bien, en effet, s'il y a une déclaration unilatérale d'indépendance, le gouvernement de Madrid peut activer l'article 155, mettre fin à l'autonomie régionale de la Catalogne et poursuivre en justice le dirigeant régional. Mais ça pourrait aller beaucoup plus loin que ça. On a parlé d'une éventuelle arrestation de Carles Puigdemont à l'issue de cette déclaration, si toutefois il déclarait unilatéralement cette indépendance. Est-ce que c'est possible et est-ce qu'en termes d'image, Madrid n'y perdrait pas? Alors, tout de suite après la déclaration, je n'y pense pas parce qu'il faut activer la justice, mais postérieurement, oui, c'est tout à fait possible. Alors en fait, Madrid a 3 leviers. Le levier administratif, c'est-à-dire mettre fin à l'autonomie de la région. Le levier judiciaire, c'est-à-dire dire à la justice de le poursuivre, comme ça a été déjà le cas avec Artur Mas, l'ancien président de la Généralitat de Catalogne, qui a été inhabilité pendant 2 ans. Il ne peut plus se présenter à des élections. Là, ça irait, je pense, beaucoup plus loin, puisque Carles Puigdemont va beaucoup plus loin. Et puis le dernier volet, c'est le volet constitutionnel, en activant le tribunal constitutionnel pour faire qu'il y ait une nullité de cette déclaration. Pour autant, politiquement, c'est là le vrai débat. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on ne peut pas juste activer la loi et l'ordre.
Ça, c'est un élément, mais il y a aussi un problème politique, et qui est qu'en effet, comme vous le suggérez bien, si on poursuit les dirigeants catalans, si on les met en prison, etc., ça va renforcer en fait leur victimisation et de ça va donner l'image de Madrid comme d'une dictature. Voilà, et de fait, Carles Puigdemont, c'est pour ça que moi je suis assez pessimiste et je pense qu'il va faire cette déclaration parce que en effet c'est un militant indépendantiste historique et donc entre guillemets si lui ensuite il est poursuivi par la justice, je ne vais pas dire qu'il va être content, mais voilà, ça pourrait en faire un martyr de la cause. Et ce qui est donc tout à fait contre-productif du point de vue de Madrid, ce qui montre en fait l'impasse des deux côtés, tant de la position du gouvernement espagnol que de la position des indépendantistes qui ne mènent à rien pour l'instant. Une toute dernière info, on apprend à l'instant que Carles Puigdemont a reporté sa déclaration d'1 heure en raison, je cite, d'un contact pour une médiation internationale. De quoi peut-il s'agir? Oui, bon, ça c'est de la politique un petit peu fiction, et parce qu'en fait c'est ce qu'aimeraient les indépendantistes catalans, c'est-à-dire qu'il y ait une médiation internationale entre eux et le gouvernement de Madrid, avec l'idée derrière de forcer Madrid à accepter en fait la tenue d'un vrai référendum pacté entre l'État central et la région, comme un petit peu sur le modèle écossais. Donc ils essayent de dire cela, c'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai. Mais vous êtes dubitatif quand même. Mais je suis quand même assez dubitatif, même si ça serait une bonne nouvelle, puisqu'il faut bien voir que en fait, j'ai dit que les indépendantistes sont divisés, mais il y a aussi toute une frange de la société catalane qui est en fait, à mon sens, très largement majoritaire, qui se reconnaît ni dans l'indépendantisme, ni dans le maintien d'une même relation avec l'État espagnol. Et on a entendu, par exemple, hier, la maire de Barcelone, Ada Colau, qui a très clairement dit que les conditions ne sont pas réunies pour une déclaration unilatérale d'indépendance. Eh bien justement, on va l'écouter. Vous faites très bien ma transition, on l'écoute tout de suite. Le 1er octobre a ouvert une fenêtre de dialogue. Il a servi à mettre la Catalogne sur la carte. Il y a beaucoup d'institutions et de personnalités internationales qui soutiennent une voie de dialogue. Mais en même temps, avertissent clairement qu'ils ne l'accompagneront pas si elle continue à approfondir la voie unilatérale. Dans le contexte actuel, les résultats du 1er octobre ne peuvent pas être une garantie de proclamation d'indépendance, mais ils constituent une possibilité d'ouverture au dialogue et à la médiation internationale. C'est une intervention qui a pu être déterminante, ça, dans cette crise ? Elle joue son rôle, c'est-à-dire qu'elle représente en fait la troisième voie, des gens qui en fait sont la véritable majorité silencieuse. Parce que par exemple, ça vous a pas échappé, on a parlé hier que la majorité silencieuse se serait mobilisée dans les rues de Barcelone avec des drapeaux espagnols, etc. Et plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que la vraie majorité silencieuse, ce sont ceux qui se sont aussi mobilisés, mais qu'on a moins vus devant le Parlement de Catalogne, habillés de blanc et avec des ballons. C'est cela la vraie majorité silencieuse, c'est-à-dire ceux qui se situent entre les deux. Parce que ceux qui se sont mobilisés en mettant des drapeaux espagnols représentent en fait le nationalisme espagnol, c'est-à-dire la posture du Parti populaire, l'organisation qui avait même convoqué cette marche, Societat Civil Catalana, elle est très proche du Parti populaire. Il y avait des gens qui venaient même d'autres régions d'Espagne. Donc si vous voulez, ça donne l'idée que voilà, il n'y a pas que des indépendantistes, il y a aussi des non-indépendantistes. Mais en fait, la majorité sociale se situe ni dans l'un ni dans l'autre, elle se situe entre les deux. Alors, en 1934, Companys, je crois, avait déjà déclaré une forme d'indépendance de la Catalogne. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on a cet élément historique, à la lueur de ce qui s'est passé en 1934, est-ce qu'on peut peut-être imaginer ce qui va se passer aujourd'hui en 2017? Oui, alors c'est une très bonne comparaison, parce que déjà, ce qu'il faut voir, c'est que l'indépendantisme en Catalogne est historiquement minoritaire. On a un nationalisme, un sentiment national qui existe, mais l'indépendantisme est minoritaire. Et il ressurgit dans les périodes de crise politique. Donc la période de 1934, c'était une période de crise politique, avant d'ailleurs la guerre civile, et où là, on a eu un processus de radicalisation. Donc on peut faire une comparaison avec aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a eu la crise économique de 2008, qui a remis sur le devant de la scène des arguments économiques, les grandes mobilisations depuis 2012. Donc on est dans une crise politique, si vous voulez, qui continue depuis toute la dernière décennie. Donc il y a un parallèle. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 1934, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Il a déclaré unilatéralement une indépendance, mais ça s'est soldé, en fait, par l'octroi d'un nouveau statut d'autonomie pour la Catalogne. Donc il a obtenu quelque chose. Donc il a obtenu quelque chose, et en fait, ça nous dit la stratégie classique des nationalistes catalans, qui est en fait de jouer le rôle d'un groupe de pression pour forcer l'État central à négocier vers plus d'autonomie, vers des transferts de compétences. Ça pourrait être ça le résultat, qu'ils obtiennent quelques avantages supplémentaires, et notamment fiscaux? Bien sûr, ça pourrait être ça. C'est l'un de leurs objectifs, et notamment, eux, ils se comparent avec le Pays Basque, qui a un statut fiscal
plus avantageux. Donc il faut voir que du point de vue français, on se dit, bah oui, mais ils ont déjà beaucoup de choses, la police, l'éducation, etc. Mais eux ne se pensent pas comme ça et se comparent par rapport à ce qui se passe au Pays Basque notamment. Ils veulent un fédéralisme plus asymétrique. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette possibilité d'une troisième voie, entre guillemets, elle devient de plus en plus difficile à remettre sur le devant de la table, puisque depuis 2011, on a un gouvernement élu, Mariano Rajoy, du Parti populaire, gouvernement conservateur, qui en fait n'a rien fait pour réellement négocier. Parce que lui, il ne veut pas négocier. Et il se maintient même sur une posture assez intransigeante de défense de l'unité de l'Espagne, de défense de la Constitution Pourquoi fait-il espagnole. ça? Pourquoi est-il plus inflexible Parce que que c'est les sa autres? position idéologique. C'est son électorat défend cette position-là. Il représente le nationalisme espagnol, la droite conservatrice. Et donc, évidemment, ça rend les choses très difficiles parce qu'il faut bien voir que la droite conservatrice que lui, il représente, en Catalogne, dans les élections régionales, depuis 1980, c'est 10%. Donc il y a un décalage, si vous voulez, entre ce que pensent les Catalans et leur vision de la politique aujourd'hui, de la mémoire historique de la guerre civile, etc., et ce que pense un petit peu le reste des Espagnols. Il nous reste une toute petite minute. Si on fait un petit bilan, qui aura plus perdu dans cette affaire? Est-ce que Puigdemont a perdu en crédibilité? Est-ce que Rajoy a montré trop de fermeté? Je pense que les deux vont perdre. Pourquoi? Parce que l'indépendantisme, en fait, est dans une impasse aujourd'hui, comme on l'a dit. Lors des dernières élections régionales en 2015, ils ont obtenu une majorité en sièges, mais pas en voix. Lors de la consultation en 2014, même chose, il y avait 2 millions de personnes qui se sont mobilisées, 80% pour le oui, mais au final avec 40% de participation. Ce qui est la même chose avec le référendum qui a eu lieu le 1er octobre. 40% de participation. Ce qui amène à Da Colau à dire qu'il n'y a pas de majorité suffisante pour pouvoir proclamer unilatéralement l'indépendance parce que l'électorat catalan, c'est 7,5 millions de personnes. Donc même si 2 millions disent on veut l'indépendance, on n'est pas majoritaire. Et pour autant, le gouvernement conservateur, lui, il est très affaibli parce que ça montre en fait son incapacité à gérer cette crise parce qu'il ne peut pas dire qu'elle est due uniquement aux autres puisque lui, il est au pouvoir depuis 2011. Et on parlait de la fermeté de Madrid. Madrid qui, à l'instant, affirme qu'une médiation est inenvisageable. Voilà, c'est exactement ce que l'on parle. Donc ça, le fait qu'il n'accepte aucune négociation, aucune médiation, fait qu'il reste sur une position très intransigeante. Et donc ça pousse les nationalistes et les indépendantistes à eux-mêmes aller vers l'intransigeance. Merci infiniment Mathieu Petithomme d'avoir été avec nous ce soir sur Public Sénat. Place au match des idées. Il oppose ce soir Alexandre Malafaye à Benjamin Correa. En quoi les questions économiques ont justement pesé dans cette crise catalane? On va en débattre dans un instant, juste après ce sujet de Julie Hulin qui nous parle du poids économique non négligeable, il faut bien le dire, de la Catalogne. La Catalogne est un des moteurs de l'économie espagnole. 6% du territoire, 16% de la population et pas moins de 19% du produit intérieur brut du pays. Une région très attractive, première destination touristique espagnole, avec l'an passé pas moins de 18 millions de touristes. Le taux de chômage y est très faible, 13,2% contre 17,2% en moyenne dans le pays. En cause, un très fort dynamisme économique. La Catalogne, qui accueille de nombreuses industries de pointe et centres de recherche, est la première région exportatrice espagnole. Plusieurs firmes internationales y possèdent leurs sièges tels que Mango ou Gas Natural. Des grands groupes qui ont pour la plupart décidé ces derniers jours de transférer leur siège social hors de la région. Le point faible de la Catalogne, sa dette, qui représente 35,2% de son PIB. Une dette qui l'empêche de se financer directement sur les marchés et la rend dépendante auprès de l'État central espagnol. Et avec nous pour ce match des idées, Benjamin Correa, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 13, membre des économistes atterrés, auteur de Changer d'avenir, réinventer le travail et le modèle économique. Alexandre Malafaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur du think tank Sinopia et chroniqueur à l'opinion. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. La Catalogne est une région très riche, on vient de le voir, poids lourd de l'économie du royaume. Est-ce que pour autant, elle pourrait être indépendante économiquement ? Benjamin Correa. Écoutez, s'il n'y avait pas d'obstacle politique, parce que je pense que c'est la question essentielle, c'est-à-dire si l'Union européenne ne faisait pas d'histoire, si on rétablissait pas les frontières, etc., toutes choses qui sont possibles. Oui, la Catalogne a un poids suffisant pour exister.
et éventuellement devenir un État. Qu'on pense à la Slovénie, qu'on pense à la Croatie, il y a toutes sortes d'États en Europe qui n'ont absolument pas le poids de la Catalogne. Donc si vous voulez, pour moi la question elle n'est pas d'abord économique, elle est d'abord politique. Alors je ne suis pas du tout en train de dire que je suis favorable à l'autonomie de la Catalogne, c'est une toute autre histoire. Mais je veux dire, c'est jouable si politiquement c'est accepté. Évidemment, si ça se fait dans des conditions de tension qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui, évidemment, le coût à payer sera tel que ça risque de ne pas l'être. Alors tout de même, je voudrais vous faire réagir à cette déclaration du ministre espagnol de l'économie qui nous dit en cas d'indépendance, la Catalogne ferait face à un appauvrissement brutal avec une chute du PIB de 25 à 30% et un taux de chômage qui pourrait doubler. C'est pas cohérent, c'est du bluff, c'est de la politique ça ? C'est sûrement de la politique, mais c'est sûrement en partie vrai. Ouais. Techniquement parlant, c'est quand même très compliqué de sortir de l'Espagne, mais surtout de l'Union européenne. Là, il y a quand même un vrai problème de fond, mécanique, technique, juridique. Que fait la Catalogne le jour où elle n'a plus de monnaie ? Elle n'aura plus l'euro, forcément. Et pour revenir dans la zone euro ou dans l'Union européenne, il va falloir que l'ensemble des pays de l'Europe votent. Et donc on est dans des processus qui sont très longs. Entre-temps, qu'est-ce qu'elle fait ? Ça va être compliqué. Il y a une zone de non quelque chose qui peut durer un certain temps et qui peut mettre la Catalogne dans une situation économique très difficile. Mais j'ai tendance à dire aussi, si les Catalans font vraiment ce choix-là, qui est un choix de dire d'indépendance, qui est quand même fondé sur des logiques de refus d'une certaine forme de solidarité déjà au sein de l'Espagne, finalement, au sein de l'Europe, j'ai envie de leur dire, écoutez, si vous n'êtes pas solidaires du tout, vous voulez vraiment être entre vous, soyez entre vous, et puis on verra plus tard. Mais réglez d'abord vos problèmes, parce que quelque part, la solidarité, c'est très important. Aujourd'hui, ils peuvent faire valoir le fait qu'ils sont peut-être plus riches que d'autres, mais on est toujours le pauvre de quelqu'un. Et donc, à un moment donné, la construction de l'Europe et la solidarité au sein de l'Europe, les uns vis-à-vis des autres, ça a du sens. La France, ça fait partie des pays qui a contribué, qui est contributeur au niveau du budget européen. D'autres pays comme l'Espagne, comme la Grèce, sont des pays qui reçoivent, qui sont bénéficiaires. Alors, la Catalogne est un privilégié, donc le fait d'être privilégié ne rend pas forcément égoïste. Donc je crois qu'il y a un message politique derrière tout ça. Et moi, je pense que s'ils veulent prendre leur indépendance, alors évidemment, il ne faut pas casser le bébé, jeter le bébé l'eau du bain. Et on verra ce qui sera dit ce soir. Peut-être qu'effectivement, ils vont ouvrir la porte à une forme d'indépendance, mais avec des atermoiements. Quelques mois de délai. Un processus ou des années où, en fait, ils vont peut-être finalement aussi se faire casser par un référendum ou un vote qui viendra après. Peut-être que la majorité réelle ne veut pas de cette indépendance. Donc il faut être très prudent. Mais c'est vrai que là, il y a un mouvement qui est quand même assez impressionnant. Non, mais encore une fois, je crois qu'il faut bien distinguer la question politique et la question économique. La question politique, elle a toute une série d'implications. D'abord, est-ce qu'il y a une vraie volonté d'indépendance suffisamment forte en Catalogne ? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir 51% des voix. Oui, mais elle est quand même liée. Vous voyez, une région qui est riche et qui se dit, après tout, on pourrait être en autonomie. Non, mais il faut rendre justice aux Catalans. Certainement, l'idée qu'ils sont une région riche par rapport à des régions qui le sont moins est un élément. Mais il y a bien davantage. Il y a une identité catalane, il y a un passif énorme avec Madrid, surtout évidemment à l'époque du franquisme. Mariano Rajoy. Ils ont raison de demander des privilèges à Madrid, parce que c'est un peu ça la question. C'est pas des privilèges, ils demandent de renégocier. Une fiscalité différente. Oui, ils demandent de renégocier ce qui peut s'entendre. De toute façon, c'est un État fédéral, c'est-à-dire c'est un État confédéral, pardon. Donc dans lequel il y a déjà des statuts très différents pour les Basques, etc. Bon, donc, je veux dire, si ils se heurtaient pas à cette cécité, à cette dureté, j'ai presque envie de dire à cette imbécilité de Rajoy, qui est arc-bouté sur un refus absolument d'ouvrir les négociations, probablement qu'on trouverait une solution. Donc, encore une fois, je veux dire, la question, elle est complexe, mais moi, je distinguerais nettement l'aspect économique de l'aspect politique. Sur la monnaie, bien sûr qu'il y a un problème, mais le Monténégro, il utilise l'euro. Donc, on ne voit pas pourquoi la Catalogne n'utiliserait pas. Donc, c'est vraiment une question de consensus. Est-ce que l'Union européenne va accepter ou non, si c'est prononcé, le fait que c'est un État indépendant et que, venant de l'Espagne, il est normal qu'il utilise l'euro. Je veux dire, tout est épée Damoclès et tout peut rencontrer une solution politique. À partir du moment où c'est bien sûr, il y a des solutions politiques à tout. Après, il y a l'envie de faire ensemble. Et c'est vrai que s'ils déclarent cette indépendance, et quelque part, s'ils jettent l'Europe, ils rejettent l'Europe, qu'ils rejettent l'Espagne. Non, ils ne la rejettent pas. Ils veulent y adhérer en plus. Oui, mais d'accord. Mais sauf que l'Europe et l'Espagne, c'est un tout. Je veux dire, s'ils rejettent l'Espagne, ils rejettent aussi l'Europe. Et donc, pardonnez-moi, je vais essayer de terminer. Donc, je crois que ce point-là est important. Et deuxièmement, je dis, on peut toujours effectivement imaginer tout ce qu'on veut, mais il y a des traités, il y a des règles. À partir
partir du moment, à partir où c'est un pays à part entière, ça va devenir quoi? Ça va devenir un pays. Non, mais si c'est un pays à part entière, ça veut dire qu'il a un siège à l'ONU, oui. et au sein de l'Union européenne, comment est-ce qu'il va adhérer? Il va bien falloir qu'on rentre dans un processus de ratification, d'adhésion de ce pays. Donc ça, c'est un processus long. Voilà. Oui, mais il y en a eu d'autres, si vous voulez. Oui, d'accord, mais comment ils vont gérer l'entre-deux? Comment est-ce qu'ils vont gérer l'entre-deux? J'y viens. Si vous voulez, lorsque l'Union européenne a dépecé la Yougoslavie, qu'elle a fait de la Croatie, de la Serbie, voire même du Kosovo et du Monténégro, c'est-à-dire des sous-régions de rien du tout, des États, elle a trouvé toutes les solutions. Donc je reviens à ma question. C'est beaucoup moins viable, le Monténégro ou le Kosovo que... Parce que c'était mieux avant. Comment? C'était mieux avant, à l'époque. Non, la question n'est pas celle-là. Vous voyez que c'est politique, votre question. Bien sûr. C'est ce que je dis depuis le début. Je dis que c'est pas économique, la question. Oui, sauf qu'on a franchi des étapes. Mais l'Europe d'il y a 20 ans et l'Europe d'aujourd'hui est différente. Je dis depuis le début qu'à partir du moment où de sous-régions pauvres, misérables, comme le Kosovo ou comme le Monténégro, l'Union européenne a décidé de faire des États pour des raisons strictement politiques, elle a résolu tous les problèmes. Donc c'est un problème de ce type qu'on est confronté. C'est pas un problème économique. C'est un autre type de problème avec un autre contexte. C'est un problème politique, c'est pas un problème économique. Économiquement, c'est des États non viables. On ne peut pas comparer la Yougoslavie et la situation de l'Espagne, de la Catalogne. Et on va aborder un autre sujet dans ce match, c'est la mobilisation des fonctionnaires en France. Cette fois, la CGT estime à 400 000 le nombre de manifestants dans le pays. Plusieurs sujets les préoccupent. Suppression de postes, gel des salaires. Jean-Claude Maillet redoute aussi la privatisation de certains secteurs. Écoutez. C'est une logique d'austérité qui perdure et qui finit par remettre en cause l'existence même du service public. On a aussi des inquiétudes sur le fait que certaines missions de service public, on ne sait pas encore lesquelles, pourraient être transférées au secteur privé. Donc on parle des crèches, on parle de toute une série de choses. Donc là aussi, on tire la sonnette d'alarme. Alexandre Malafaille, sur cette question des fonctionnaires, est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire le boulot que d'autres auraient dû faire avant, oui ou non? Alors la question, c'est comment on fait le boulot? C'est ça, l'enjeu, il est vraiment là. On a 5 600 000 fonctionnaires. Je vous donne juste un chiffre. Si chaque fonctionnaire trouvait une solution pour économiser 5 euros par jour, à la fin de l'année, ça fait 5 milliards d'euros. C'est pas neutre. Donc on peut très bien mobiliser l'ensemble des fonctionnaires sur un projet d'évolution, de transformation, d'efficience, si on veut choisir ce type de mot. Il y a certainement du grain à moudre et des leviers. Le vrai problème, c'est comment on le fait. Ça fait 25 ans que globalement, on tape sur la fonction publique. Ça fait 25 ans qu'on envoie des messages négatifs sur les fonctionnaires. Ça fait 25 ans que finalement, ils se sentent, il y a un désamour. Stigmatisé. Voilà. Et là, c'est vrai qu'il y a un démarrage de quinquennat où finalement les premiers signaux ne sont pas des signaux positifs. On nous parle de renouveau, mais dans le même temps, quelque part, on parle du gel du point d'indice, on parle de CSG. Il y a une méthode qui est quand même pas très fondée sur une concertation, en tout cas dans les faits. Donc forcément, les fonctionnaires, ils disent ça va pas, quoi. Alors évidemment, il faut que ça évolue. Évidemment, là, on a quand même bien sûr cette espèce de contraste entre l'ancien monde qui manifeste de manière bruyante et visible, et puis cet ancien monde politique aussi, je pense à la droite, qui critique pour critiquer le budget du gouvernement, alors qu'il aurait fait la même chose, voire de manière plus amplifiée. Et puis ce nouveau monde qui est incarné par Emmanuel Macron, qui est intéressant. Je dis pas qu'il est nouveau au sens meilleur du terme, mais qu'il est nouveau parce qu'il y a une espèce de grande coalition. Il y a un bouleversement. Oui, puis il y a une grande coalition à l'allemande, si vous voulez, de Bruno Le Maire à Jean-Yves Le Drian. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'est tissé, et avec une volonté dans cette logique de en même temps d'essayer de réconcilier, sauf que dans la pratique, ils ne le font pas. Et là, il y a un paradoxe, et c'est vrai que d'une certaine façon, moi je suis pas très favorable au blocage ni au grand, enfin quand on bloque le pays, ça m'ennuie, et je trouve que c'est dommage et c'est une destruction économique, mais je comprends qu'aujourd'hui il y a un malaise, alors qu'il y aurait certainement une manière très possible de parler aux fonctionnaires et leur dire écoutez, il faut qu'on trouve des solutions. Il y a une réalité économique qui est difficile, il y a un budget de l'État qui est trop gros, il faut qu'on trouve des solutions ensemble, mais ensemble on peut y arriver. Et ça on l'entend pas, et ça c'est très dommage. Benjamin Correa. Écoutez, pour partie, je partage ce qui a été dit. Ça mérite d'être souligné. Oui, absolument. Non, mais je dis pour partie. À savoir que les fonctionnaires est un groupe social qui a été extrêmement maltraité depuis une bonne quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. On dit qu'il y a beaucoup de fonctionnaires. Bon, c'est vrai qu'il y a un nombre de fonctionnaires en France qui est raisonnable, mais il n'est pas plus élevé par rapport à la population que ce qu'on a en Europe. Et on est un tout petit peu au-dessus de la médiane. Mais ce qu'il faut dire, par exemple, par rapport à l'Allemagne, parce qu'il faut comparer des choses qui sont comparables, c'est que nous, fort heureusement, on a des enfants. Donc on a des crèches, donc on a un système éducatif qui est coûteux. Nous, on est présent sur un ensemble de théâtres d'opérations extérieurs. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais ça, je veux dire, c'est pas la question. La question, c'est qu'on a une armée. Bon, donc voilà, si vous voulez, ceci explique cela. Moyennant quoi, l'attaque systématique à laquelle on assiste sur les fonctionnaires a commencé par le point d'indice. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que
il y a 40% des fonctionnaires qui sont de catégorie C, c'est-à-dire de la catégorie la plus basse, c'est-à-dire qui tourne autour du SMIC. Donc, si vous voulez, on a quand même, dans l'ensemble, affaire à une grande masse, je ne veux pas dire qui est paupérisée, mais qui est pas loin de l'être. Qu'est-ce qu'on leur dit à cela ? Mieux traité que la moyenne du privé quand même. Hein. Comment ? Qui est mieux traité que la moyenne du privé quand même. Ça dépend. Il n'y a pas 40%. Dans l'ensemble, la moyenne globale est plus favorable aujourd'hui à la fonction publique. Non, mais ça veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose parce que chacun regarde midi à sa porte. Voilà, ça veut pas dire grand-chose. En tout cas, c'est pas du tout une catégorie qui mérite d'être attaquée comme elle l'est. Alors qu'il y ait ensuite des ajustements à faire, hein, déployer certains services publics. Par exemple, on voit bien que dans la santé, il faut augmenter le service public. On voit bien que dans la justice, il faut augmenter le service public, etc. Mais il faut probablement, il y a des domaines, où il faut le contracter. Regardez, en Estonie, ils sont passés au tout numérique. C'est absolument extraordinaire. Ça veut dire que vous avez des sources d'optimisation et d'efficacité. On n'est pas l'Estonie. Non, mais c'est pas la question, c'est qu'on peut trouver des leviers d'économie. Il y a des choses à faire. Mais c'est vrai que si vous le faites contre les gens en décidant toujours par le haut, c'est compliqué. Alors, il y a un sujet qui préoccupe en particulier les fonctionnaires, c'est la question de la rémunération au mérite qui est envisagée. Alors, il faut savoir que ce système a déjà été mis en place à Suresnes, près de Paris. C'est unique en France. Lionel Texera a pu joindre Béatrice Lavalette, qui est l'adjointe au maire LR, je le précise, de Suresnes, déléguée des ressources humaines et du dialogue social. Elle nous explique comment ça fonctionne et si les fonctionnaires sont gagnants ou perdants. On a substitué à un ancien système qui était désuet, injuste et démotivant, un système moderne, audacieux, juste, qui est le reflet à la hausse et à la baisse du travail et de l'investissement de tous nos agents, qu'ils soient cadres et non cadres. Avec un point d'indice gelé, avoir des gens qui peuvent augmenter leur régime indemnitaire de 35, de 25 ou de 15%, c'est quand même très important. 2 ans après, on en fait un bilan globalement très positif, puisque ça a été un vrai levier de management. Je crois que l'idée de justice, d'équité et de reconnaissance existe aujourd'hui, est bien diffusée, et puis un vrai levier de progression, de performance et de motivation. Dans la fonction publique, comme dans le secteur privé, il faut vivre avec son temps. Et la fonction publique ne doit pas être en retard de ce point de vue-là. Si je ne me trompe pas, c'est une mairie, c'est ça ? Oui, la mairie de Suresnes, absolument. Vous dites pourquoi bon. pas la rémunération au mérite pour les fonctionnaires ? Écoutez, d'abord, on a 3 fonctions publiques. Hein, et je réponds à votre question. Hein, on a la fonction publique d'État, hein, si on peut dire, hein, les fonctions régaliennes, la fonction publique territoriale, dont on vient de parler, hein, les maires, et la fonction publique hospitalière. Bon, je pense que... peut-être il n'est pas indispensable d'avoir exactement les mêmes méthodes de gestion dans les 3 fonctions publiques. Je m'explique. D'abord, sur le fait qu'il faut être capable de trouver un moyen de récompenser l'effort et de sortir du système sclérosant dans lequel nous sommes. Mais ça suppose une évaluation, vous êtes d'accord ? Absolument. Me paraît souhaitable. Vous voyez, il se trouve que j'ai été... j'ai assumé des fonctions de responsabilité dans mon université, et c'est vrai qu'à certains moments, j'ai eu le problème de comment favoriser certains fonctionnaires qui le méritaient très sérieusement. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'il y ait un système d'accélération. Maintenant, ça dépend des fonctions publiques, d'une certaine manière, et ça, c'est pas nécessairement le même système. Parce que ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que la question du statut de la fonction publique, donc en particulier le fait de disposer en principe d'un emploi stable, ce qui n'est pas d'ailleurs nécessairement le cas, c'est lié au fait que vous devez pouvoir rendre un service public égal pour tous, quel que soit l'accédant. Et c'est vrai que, si vous voulez, la question de comment on incite les gens à cette fonction d'équité, c'est pas exactement la même chose qu'une mesure de performance. Donc, oui, à un principe, lequel, je pense que la question est ouverte. Et ça mérite d'être étudié, la rémunération. L'important, je crois, on est d'accord, c'est de ne pas être doctrinaire. Non. Aussi, parce que c'est pas forcément une mauvaise initiative que de chercher à responsabiliser les gens qui font leur boulot de manière différente. Mais par contre, il faut le faire avec un vrai cadre. C'est toujours pareil. Quand vous subissez un dispositif qui vous tombe dessus, forcément, vous avez peur de perdre quelque chose. Et c'est vrai qu'en France, on est un peu toujours dans cette logique-là, de dire on va m'enlever quelque chose. Alors, c'est peut-être pas vrai. Et c'est peut-être peur du changement. C'est un
mal français, ce qui explique aussi les résistances, les mobilisations. On a l'impression qu'on est toujours en train de se faire avoir. Et c'est vrai que le politique nous a un peu déçus aussi depuis 30 ans. C'est que quelque part, on s'est fait beaucoup avoir. Donc forcément, que ce soit droite ou de gauche. Hein. Donc là, pour le coup, on a un dispositif qui peut être intéressant. Il faut regarder. Et il faut toujours partir aujourd'hui du principe qu'il faut expérimenter. Avec la promesse qu'on doit faire, y compris, je prends un exemple qui va vous faire réagir, mais y compris la question de l'ISF. Très sincèrement, moi, je serais favorable à ce qu'on aille au bout de la logique actuelle et puis on expérimente. Et puis on voit dans 3 ans. Si ça n'a pas produit de résultat, à ce moment-là, on verra ce qu'on peut faire. Mais il faut essayer plutôt que de dire on va figer l'histoire pour toujours et donc d'emmener les gens dans une espèce de crainte de dire on va régresser. On regarde, on fait. Et là, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est être extrêmement pédagogue avec les effectifs qui sont concernés, négocier les dispositifs. Non, mais pardon, j'ai envie de dire, mais l'évaluation et la rémunération mérite, c'est aussi ce qui se passe dans le privé. Bien sûr. Pourquoi oui, mais parce qu'en France, on ne veut jamais faire de comparaison ou d'amalgame entre public et privé. Or, à un moment donné, manager des gens, ça reste manager des équipes. Quoi. La vraie question qui est là derrière, je crois que sur le principe qu'il faut qu'il y ait une évaluation, etc. Il vous reste 1 minute, Benjamin Correa. Bon, c'est éviter l'arbitraire. Voilà. Ce qu'on peut avoir dans le privé, c'est un certain arbitraire lié au fait qu'il y a des réseaux, des solidarités, je ne veux pas dire ça. Bien, voilà. Pas trop d'arbitraire. Moi, je connais bien le privé. Quand on parle de rémunération, c'est quand même d'évaluation. Dans la fonction publique, il y a des grilles de dans la salaire, fonction publique, il est indispensable qu'il y ait une évaluation qui soit objective. Et c'est vrai que le fait d'associer les représentants du personnel, par exemple, à cette évaluation, le fait de pouvoir contester l'évaluation et y revenir, est une garantie qui fait qu'elle risque d'être acceptée. Voilà. Et on va s'arrêter là. Merci d'avoir été dans les temps. C'est une première. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est notre grand débat. Il porte ce soir sur la réorganisation du Grand Paris, voulu par Emmanuel Macron. Certains parlent d'un Big Bang territorial. Mais le chef de l'État s'attaque à un dossier sensible, déjà rongé par des conflits politiques autour de la métropole du Grand Paris. On va en parler avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, un point complet avec Marie Brémaud. Emmanuel Macron est sur tous les fronts. Il se veut désormais le nouvel architecte de la métropole du Grand Paris. Il pilote personnellement ce vaste chantier et souhaite rationaliser le millefeuille territorial. Actuellement, plusieurs collectivités locales cohabitent. La région, la métropole, les départements ainsi que Paris et les communes. Le chef de l'État souhaite un élargissement du périmètre et des compétences à la métropole. Et cela commencerait par la possible suppression des 3 départements de la Petite Couronne, à savoir les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Une mesure envisagée qui suscite de nombreuses levées de boucliers parmi les élus locaux. Les présidents des conseils départementaux et la présidente de la région Île-de-France dénoncent une métropole dans une impasse. Quand Patrick Ollier et Anne Hidalgo, respectivement président et première vice-présidente du Grand Paris, ont tout intérêt à un renforcement de leur collectivité. La conférence territoriale du Grand Paris, qui devait avoir lieu le 23 octobre, se tiendra finalement début novembre. 10 jours supplémentaires pour permettre à Emmanuel Macron de rendre ses arbitrages et d'imprimer sa marque sur la métropole. Avec nous sur ce plateau, Béatrice Gibelin, bonsoir. Vous êtes géographe, professeure à l'Université Paris 8, fondatrice de l'Institut français de géographie. Merci. Non, de géopolitique. De géopolitique, pardon. Merci d'avoir accepté notre invitation tout de même. Julien Bargeton, bonsoir. Vous êtes sénateur La République En Marche de Paris. Stéphane Troussel, bonsoir. Vous êtes président socialiste du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et Jean-Baptiste Forêt, on vous connaît sur Public Sénat. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef délégué de la Gazette des communes. Première question, volontairement assez directe, je ne m'en cache pas. Avez-vous le sentiment qu'Emmanuel Macron redessine un petit peu à sa convenance le Grand Paris, Stéphane Troussel? Moi, j'attends de voir. Ce que je remarque, c'est que depuis la grande conférence sur les territoires, il y a déjà une confiance qui est un peu rompue entre l'État et les collectivités locales. J'avais comparé l'exercice du mois de juillet, vous savez, à cet épisode du livre de la jungle où le serpent K dit à Mowgli « aie confiance, aie confiance ». Mais tout l'été, on n'a eu que des décisions ou des annonces qui vont à l'encontre de cette confiance. On a eu l'annonce de la baisse des dotations, des dépenses des collectivités locales. Pas en 2018. On a eu la suppression des projets qui met un terme à la baisse de dotation. On a eu, moi je demande à voir. On a eu la politique de la ville. On a eu maintenant ce Big Bang territorial, comme si la priorité de nos concitoyens aujourd'hui, c'était
une énième réforme territoriale, alors que par exemple... à la décharge d'Emmanuel Macron, il considère que les métropoles sont un levier de croissance économique. Il y a un fondement économique derrière tout cela. C'est pas non plus... Déjà, vous voyez, plutôt que de proclamer un objectif, il faut, en tout cas, de modernisation où il faudrait se fixer des objectifs, faire un diagnostic. Cette métropole du Grand Paris, elle a 19 mois de vie. On pourrait déjà peut-être se dire... Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Moi, je ne partage pas le diagnostic que vous faites. C'est celui avancé par Emmanuel Macron. Je considère que Paris et le Grand Paris n'ont pas de problème d'attractivité. Par contre, je considère qu'au sein de cette zone la plus dense, la plus riche, de la région la plus riche, il y a un problème d'inégalité territoriale. Donc je voudrais déjà qu'on se dise quels sont les objectifs politiques. 2, est-ce qu'à l'occasion d'un nouveau débat qui passionne les technocrates et un certain nombre d'élus, est-ce qu'on va améliorer le fonctionnement démocratique de cet ensemble? On va laisser répondre Julien Bargeton. Déjà, sur la confiance, je crois que la méthode qui était de faire un pacte entre l'État et les collectivités locales a été plutôt réclamée dans la période précédente, notamment sous la forme de cette conférence nationale des territoires. Moi, je note, par exemple, que dans la période précédente, nous avons vécu en 4 ans une division par 2 des dotations aux collectivités locales. Et d'ailleurs, certains soutenaient cette politique. Alors, et moi, je l'ai contesté. On a mis un terme à cette politique lors du PLF 2018, puisqu'il n'y a pas de baisse de dotation aux collectivités locales. Il y a même une légère hausse de la dotation globale de fonctionnement. Les collectivités vont s'en rendre compte. Mais il y a même 1,8 milliard pour l'investissement en progrès également. Mais sur le sujet de la métropole du Grand Paris, moi je partage ce que dit Stéphane Troussel sur le fait qu'il ne faut pas commencer par l'outil. Il faut regarder quels sont les besoins d'une métropole de 7 millions d'habitants, quels sont ses enjeux en termes de transport, en termes écologiques, en termes énergétiques, en termes d'approvisionnement logistique par exemple, et de partir de la situation. Si on ne parle que de l'outil, évidemment, on rentre dans des difficultés. Pour autant, il y a un certain nombre de sujets qui sont sur la table. On les connaît, il y a plusieurs sujets, je pense au périmètre. Quel est le bon périmètre pour cette métropole? Faut-il aller aux aéroports? Le sujet des compétences, quelles compétences nouvelles lui donner? Le sujet des territoires, comment organiser au sein de la métropole le rapport entre les différentes strates? Et puis le sujet démocratique qui a été évoqué, c'est-à-dire notamment quel est le mode d'élection. Ça fait déjà beaucoup de sujets sur la table. Je crois qu'il faut les ouvrir les uns à la suite des autres. Évidemment, on ne sera pas d'accord. Il y aura forcément un certain nombre d'arbitrages qui seront rendus par le président de la République et le gouvernement. Mais pour autant, à partir de là, nous devons travailler sur les différentes pistes et ouvrir, si j'ose cette expression, tous les tiroirs de la commode. Béatrice Gibelin. Il est évident que gérer une grande métropole comme la métropole parisienne, parce que vous avez dit, c'est effectivement 7 millions d'habitants, et ça a fait débat, est-ce qu'on devait s'en tenir à ces 7 millions, est-ce qu'on devait faire une métropole encore plus large, dans la mesure où c'est un grand atout d'avoir une métropole de cette importance. Voire l'ouvrir jusqu'à la mer. Voire l'ouvrir jusqu'à tout le bassin parisien, à la limite. Bon, il y a un géographe qui pensait qu'on devait mettre tout le bassin parisien, devait faire la métropole. Bon, histoire d'avoir un bon déséquilibre territorial, là, on est sûr qu'on gagnait. Mais il y a à la fois des questions de compétences, bien sûr, mais vous savez, on ne part pas de rien. Et je pense du passé, on ne fait pas table rase quand on décide de réorganiser quelque chose. Il faut absolument travailler avec les forces existantes, et j'allais dire les rapports de force existants. Parce que il n'y a pas d'aménagement exclusivement rationnel. Ils sont nombreux d'ailleurs, je vous arrête, excusez-moi, mais ils sont nombreux les rapports de force dans ce dossier. Bien sûr, mais il faut absolument en tenir compte. Parce qu'on ne fait pas les choses dans l'opposition, dans l'affrontement. Il y a, comme le disait Stéphane Troussel, il y a quand même des inégalités territoriales extrêmement fortes. Aux portes de Paris, qui est quand même une ville avec un niveau de vie et des revenus importants, on a une très grande pauvreté. Pas dans tous les quartiers, il y a des quartiers aussi difficiles dans Paris. Oui, d'accord, mais écoutez, moi j'ai travaillé 30 ans en Seine-Saint-Denis, il y a des chiffres, et puis il y a ceux avec quoi on vit. Je suis élu du 20e arrondissement, le 20e arrondissement. Oui, on dit que c'est la banlieue dans Paris, etc. On est bien d'accord, mais soyons quand même, les revenus de la ville de Paris permettent quand même de faire une politique
on va dire, solidaire sur l'ensemble de la ville, alors que la charge sociale qu'a la Seine-Saint-Denis de l'autre côté, elle est loin d'avoir les mêmes revenus que la ville de Paris. C'est pour ça qu'on mutualise dans une métropole. Exactement, mais on mutualise quoi, comment, et c'est pas le cas du tout pour le moment. Et j'aimerais entendre aussi Jean-Baptiste Forêt. Alors, le fait du jour, c'est quand même que les présidents de département, dont Stéphane Troussel, aujourd'hui, ont produit un manifeste. On a vu côte à côte M. Devedjian, qui est le président des Hauts-de-Seine, qui a longtemps quand même été le coffre-fort de la droite française. On a vu, on a vu le président du 9-3 côte à côte socialiste. À ses côtés, on avait Christian Favier, communiste. On savait qu'on vivait une période un peu étrange sur le plan politique, mais c'était absolument saisissant. Ils étaient en communion sur à peu près tous les sujets. Je n'ai pas sorti de hiatus. Nous n'avons pas dit que c'est le vieux monde. Nous n'avons pas nié nos différences. Et donc là, on assiste quand même à une forme de démonstration de force un petit peu étonnante. C'est vrai qu'on met sous le tapis un certain nombre de questions, au premier rang desquelles, évidemment, les inégalités terribles, notamment entre les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, qui perdurent. Lors de la campagne présidentielle, le candidat Macron avait, lui, été tout de même très clair. Dans un entretien à la revue Grand Paris Développement, au printemps dernier, il avait déclaré, je le cite, « Là où il y a métropole, les départements ont vocation à disparaître. Il faut limiter les couches du millefeuille territorial en réduisant les strates qui enchevêtrent les compétences et multiplient les coûts. » Une fois élu, il a répété ce message. L'idée du Grand Paris mérite mieux que ce que nous en avons collectivement fait. Il faut bien le dire, de part et d'autre, pour des raisons politiques et pour des équilibres incertains. Mais si nous voulons que le Grand Paris réussisse à l'échelle de ce qu'est la compétition internationale, nous avons besoin de simplifier drastiquement les structures. Et je réunirai à ce titre une conférence territoriale du Grand Paris qui devra se refonder autour d'un projet ambitieux de développement de la première métropole française au sein de la région capitale et aboutira à une organisation institutionnelle stabilisée et efficace. Stéphane Troussel, on ne peut pas dire qu'il ait pris qui que ce soit en traître, Emmanuel Macron. Bon, peut-être, sauf que déjà, son discours a évolué. Parce qu'en l'occurrence, entre ce qu'il disait dans la campagne sur la suppression des départements dans les métropoles et la réalité d'aujourd'hui, il y a une évolution considérable puisque, en l'occurrence, ce projet-là ne s'appliquerait plus à la totalité des métropoles françaises. Premier point. Le second... Ça a déjà été fait à Lyon. C'est un cas très particulier. D'abord, c'est exactement, on y reviendra d'ailleurs. C'est exactement ce que vient de dire Madame tout à l'heure. Ça a été fait à Lyon, à l'issue d'une période très longue où il y avait la communauté urbaine de Lyon et un accord politique entre deux territoires. Et par ailleurs, je demande juste qu'on aille voir ce que pense le président du Rhône maintenu aujourd'hui par rapport à la métropole. Et on verra si ça fonctionne si bien que ça. Et si on reviendra peut-être tout à l'heure sur le bilan de la métropole du Grand Lyon. Les inégalités territoriales au sein même dans l'exemple lyonnais. Mais ce que je veux dire, oui, il y a besoin, la situation actuelle n'est pas satisfaisante. La commune, les territoires, les départements, la métropole, le statut particulier de Paris et la région Île-de-France. Je voudrais juste qu'on m'explique en quoi l'éventuel découpage de la Seine-Saint-Denis en 4 pour la Seine-Saint-Denis, et si on rajoute le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, en quoi le fait de créer 11, 12 sous-départements, on simplifierait drastiquement la situation. En quoi le fait de remplacer, les 138 conseillers départementaux des 3 départements de la Petite Couronne, qu'on remplacerait éventuellement par, combien a dit notre ami Devedjian, notre nouvel ami, par 1263 conseillers territoriaux et métropolitains en place, tous indemnisés, non désignés au suffrage universel direct. Ces couches existent déjà aujourd'hui. D'accord, en quoi justement, en quoi ça va simplifier le mécanisme? Et puis attendez, déjà on va peut-être faire le bilan de la situation actuelle. Ça fait 19 mois que cette métropole, elle est en place. Ce qui a été fait, je partage le point de vue du président de la République quand il dit la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Les responsabilités de cette situation, elles sont collectives, partagées. Donc il faut faire quelque chose. Oui, il faut faire quelque chose. On va laisser répondre peut-être Julien Bargeton. Examinons ce qui fonctionne, ce qu'il faut améliorer. Et puis en termes méthodologiques, le président de la République, moi je l'ai rencontré avec une délégation des présidents de département avec l'ADF au mois de juillet. Il nous a dit, 1, le bilan, la situation n'est pas satisfaisante. 2, j'ouvrirai une période de consultation et de concertation. Et 3,
Si vous ne vous mettez pas d'accord, ça ne durera pas 5 ans, ce bazar, pour ne pas dire autre chose. À l'époque, il n'employait pas encore Troussel, le mot. pardonnez-moi, je voudrais qu'on avance un petit peu. D'accord. Alors attendez, on va juste... C'est intéressant quand même, le terme qu'emploie Emmanuel Macron, il parle de bazar. C'est exactement le terme qu'employait le général de Gaulle dans les années 60. Exactement. Il avait donné ordre et je voudrais à son grand intendant, Paul Delouvrier, de mettre de l'ordre dans ce bazar. Et je voudrais qu'on écoute le Premier ministre qui a été interrogé sur cette question du Grand Paris tout à l'heure lors de la séance de questions au gouvernement. Écoutez. Nous ne pouvons pas nous contenter du statu quo. Nous allons donc devoir avancer et nous allons devoir inventer quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Nulle part en France, il n'existe quelque chose dont nous pourrions nous inspirer ou que nous pourrions reproduire s'agissant de la métropole parisienne. C'est donc un exercice d'inventivité, mais pas simplement d'inventivité intellectuelle, d'enracinement très fort dans la réalité métropolitaine auquel nous devons nous livrer. Sauf que Julien Bargeton, on a l'impression qu'on ne sait pas trop où on va. Non, on sait ce qu'on veut. Nous voulons tous une métropole qui soit plus efficace, plus démocratique et plus proche, donc qui fonctionne mieux. C'est déjà un avantage, cette création. On peut avoir des appréciations diverses sur la façon dont elle fonctionne. Mais au départ, il n'y avait rien et on a réussi à créer cette institution. Aujourd'hui, on a les communes, les territoires, les départements, la métropole et la région. Bon. Donc il faut regarder comment tout cela fonctionne et effectivement arriver à une forme de simplification qui permette d'obtenir les meilleurs résultats pour les personnes qui sont concernées. Mais ça veut dire que ça va aussi avec le mode d'élection et puis les compétences, ainsi d'ailleurs que les financements. Aujourd'hui, la mutualisation des contributions foncières des entreprises est prévue. Cette mutualisation, elle est prévue. La question des ressources financières face aux compétences de la métropole est aussi prévue. Moi, je crois que nous avons affaire là à des conservatismes. Il faut avancer vers une métropole qui permettent de rendre davantage de services, qui soient plus efficaces et plus démocratiques. Ça, on est d'accord sur le principe. La dimension des strates, elle est posée, mais je le redis, elle n'est pas la seule. Béatrice Gibelin, est-ce que c'est possible d'avancer sur ce dossier en mettant en colère les élus, en étant contre les élus? C'est là qu'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'on est bien sur des rapports de pouvoir. Et vous savez, on n'abandonne jamais facilement un pouvoir. On l'a conquis, on a mené des campagnes, on est porté aussi par des projets parce qu'on fait des choses et donc on s'est considérablement investi. Et si on peut avoir une configuration politique aussi surprenante que celle que vous avez évoquée, ou de Devedjian à Favier, tout ça embrassant-nous Folleville et tout est parfait, en passant par mon voisin, il est bien évident que c'est parce qu'on défend aussi, mais pas seulement des places de pouvoir où on dit « ces élus ». Un petit peu quand même ou pas ? Oui, un petit peu quand même, bien sûr, mais pas seulement. Je ne ferai pas ce procès-là aux élus. Ils sont investis, ils croient dans ce qu'ils font, et ils se disent aussi, dans ce grand bazar, au fond, ces départements qui ont été effectivement créés pour mettre un peu d'ordre, si on les supprime, est-ce qu'on ne va pas créer une autre sorte de bazar ? Parce que là, on sait quand même ce qu'on a, comment ça fonctionne, et si on garde, parce que non, il y aura des questions de compétences qui sont importantes, en particulier toute la question du social, et qui est quand même très, très, très importante. Alors, qu'on se mette d'accord sur comment on peut gérer du foncier, qu'on se mette d'accord sur comment on doit mutualiser des revenus entre pour les riches, ça sera non. Pour les pauvres, ça sera oui. On mutualise. Mais ça ne va pas être simple. Il ne faut pas se raconter que ça va être simple. Jean-Baptiste Forêt. On voit quand même pas très bien en quoi l'octroi des compétences sociales à la métropole permettrait de doper l'attractivité de la ville-monde, d'affirmer Paris face au Grand Londres de l'après-Brexit. On ne saisit pas vraiment le but ultime de cette opération. Aujourd'hui, on est vraiment dans un grand brouillard. C'est-à-dire qu'on a un système dans lequel la métropole est avant tout une machine à produire de la norme, à recycler de la fiscalité. On a de la CFE, de la CVAE. Et on parlait de guerre politique. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Prenons le cas de la mobilité sociale. Par exemple, les aides sont très différentes d'un département à l'autre pour les transports, les aides aux personnes âgées ou aux jeunes. Franchement, on se déplace tous. Nous sommes franciliens, on se déplace tous dans toute la zone dense au moins. Est-ce que la question
par exemple, des aides sociales à la mobilité ne doit pas être remontée à la métropole. Moi, je pense qu'ensuite, il y a une forme de déconcentration qui peut redescendre. C'est-à-dire qu'il faut être efficace dans le fonctionnement. Les communes, les départements savent déconcentrer notamment leurs services. Donc, c'est une autre question. Il faudra, si les compétences montent en puissance, déconcentrer le fonctionnement des services. Mais je crois quand même que la question des politiques sociales, elle est posée au niveau de la métropole, ne serait-ce que pour mettre de la cohérence et aussi de la justice entre les différents secteurs. Je vais vous faire réagir dans un instant, Stéphane Troussel. Vous parlez de déconcentration à l'instant. Gérard Larcher, lui, a parlé de recentralisation. Écoutez. Que ce soit en matière financière, que ce soit, on le voit, dans l'approche eau et assainissement aujourd'hui de l'Assemblée nationale, dans un processus de recentralisation. Et je le dis d'autant plus que, historiquement, j'étais tout gamin, mais ma famille politique n'a pas été, au départ, à l'époque de Gaston Defferre, si décentralisatrice que ça. Mais cette maison, ici, a accompagné la décentralisation. Je crois qu'il faut faire confiance au territoire. Voilà, Gérard Larcher, invité de Territoire d'Info. Stéphane Troussel. Dans ces débats, il faut arrêter de faire croire à nos concitoyens qu'il y aurait des solutions techniques ou organisationnelles qui ne répondent pas à des objectifs politiques. Donc moi, je veux d'abord savoir quels sont les objectifs politiques. Moi, je veux pouvoir dire à partir de demain matin aux habitants de la Seine-Saint-Denis... mais pas seulement aux habitants, les acteurs économiques aussi, les promoteurs immobiliers. Les départements, on a une de nos marques de fabrique, c'est les compétences sociales, l'action de solidarité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces guerres politiques, elles ont des conséquences énormes sur le terrain pour les entrepreneurs aussi. En l'occurrence, les départements ont une compétence sociale, de solidarité, de services publics de proximité. Qu'est-ce que je dis, moi, aux familles qui attendent des places en crèche, avec ce système qui est unique en Ile-de-France, de départements qui gèrent 50, comme la Seine-Saint-Denis, 55 crèches départementales. Qu'est-ce que je dis aux familles qui ont leur enfant qui rentre en 6e et à qui je verse un chèque réussite pour permettre de 200 € pour les accompagner dans la rentrée scolaire? Donc il faut remettre du débat politique et de la question démocratique. Parce que ces débats qui passionnent un certain nombre d'élus et de hauts fonctionnaires qui, sur un coin de table, pensent que c'est très simple de faire des schémas, de réorganiser, etc. Moi, vous savez, je porte un pins là, à ma boutonnière, c'est Paris 2024. Est-ce que vous croyez que la Seine-Saint-Denis aurait fait valoir son projet, ses actions, le fait d'être au cœur de ce projet, si on n'avait pas porté justement l'identité, le développement de la Seine-Saint-Denis. Donc vous nous dites, un projet comme les JO, c'est bien mieux je qu'une histoire de métropole. Très bien, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on aurait fait reconnaître l'échelle, il y a d'ailleurs la question des équipements métropolitains et l'accélération des transformations de la Seine-Saint-Denis si nous n'avions pas porté nous-mêmes ce projet-là pour le développement de notre territoire. Une métropole cohérente, l'économique va avec le social. Ça peut s'entendre aussi. Comme objectif politique d'avoir une métropole cohérente qui allie le rayonnement économique et la solidarité, avec l'organisation des équipements et notamment des grands investissements, cela peut s'entendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une approche jardin à la française qui gomme notamment les actions qui sont menées aujourd'hui, évidemment. Je suis prêt à tous les débats, à toutes les réflexions sur une meilleure organisation. Moi, je veux savoir quels sont les objectifs politiques, comment les politiques publiques, elles fonctionnent éventuellement mieux et quelles sont les garanties démocratiques. Deuxième chose, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre dans ces débats. C'est une métropole plus démocratique, plus efficace. Big Bang et plus qui cohérente. revient régulièrement, alors que moi, depuis Lima, je dois être au travail avec les acteurs économiques, avec le monde sportif, pour faire réussir ce projet. Et donc, non, mais il y a un problème d'alternance politique qui, évidemment, crée beaucoup de perturbations. Je comprends très bien cette idée métropole cohérente, etc. Tout à fait d'accord. Mais néanmoins, je reviens sur ce que je disais. Vous n'allez pas gommer un certain nombre de rapports de force. Vous avez une ville qui s'appelle Paris, avec 2 millions, un peu plus de 2 millions d'habitants, qui a des revenus tout à fait conséquents, qui a énormément de mal quand même à partager. Mais si c'était d'autres, ce serait pareil. Hein. Parce que c'est à une lié à la richesse, quoi. C'est lié, voilà, tant qu'à faire, on est mieux dans l'entre-soi. Et je crois qu'il ne faut pas faire semblant que si on met que des choses rationnelles... de plus en plus partagé, Paris, oui, etc. D'accord, mais enfin, ça fait... Pas Paris, ville égoïste, ça je ne partagerai pas ce diagnostic. Sans dire... On peut faire davantage progressivement, mais Paris n'est pas égoïste vis-à-vis des départements limitrophes, Tout à fait.
ni des équipements. Laissez finir Béatrice Gibelin. La configuration même des lieux avec une ville qui est très très bien délimité. Vous avez cité le Grand Londres tout à l'heure, mais Londres, on ne sait jamais quand est-ce qu'on arrive au centre. Il faut être à Trafalgar Square pour s'en rendre compte. Alors qu'on sait toujours qu'on rentre dans Paris. On a des portes, on a le périphérique qui fait le tour, le contraste entre... Alors, on commence à couvrir... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, je veux dire par là qu'il y a une césure qui est très très forte, qui est marquée dans les territoires, et le discours, si vous voulez, d'une métropole nécessairement cohérente, où on va tout bien résoudre, il est extrêmement important de tenir, même avec les objectifs politiques clairs, même avec tout ce que vous voudrez, on aura toujours des rapports de force avec lesquels il faudra bien tenir compte. Donc s'appuyer sur des grands élus avec lesquels il faudra agir autrement. Si on confie ça à des techniciens, comme on a un peu tendance à le faire, qui vont nous mettre ça sur un papier, eh ben on ira à tous les coups à l'échec. Et moi, j'aimerais vous faire réagir, et vous d'abord, Jean-Baptiste Forêt, à cette phrase tout de même de Valérie Pécresse qui n'est pas passée inaperçue du tout dans la presse la semaine dernière, dans Le Parisien, où elle nous dit « Cette métropole du Grand Paris ne sert à rien ». Alors bien sûr, maintenant qu'elle est à la région. Évidemment, on assiste à un conflit d'ordre politique et territorial. Valérie Pécresse a subi quand même une déroute historique aux élections législatives. Dans son propre département, il n'y a pas eu un seul député Les Républicains élu. Donc, en termes de rapport de force, elle a perdu un petit peu de sa superbe. Et la métropole a quand même vocation à s'agrandir, si on comprend bien, dans le schéma jupitérien d'Emmanuel Macron. Le fait d'aller aux aéroports, c'est pas spécialement jupitérien. C'est un sujet. Non, mais c'est quand même une métropole qui a quand même une certaine majesté. Ce qui ne veut pas dire que qu'elle doit s'étendre à l'infini. Et pas pour une métropole. Évidemment, pour Valérie Pécresse, cette grande métropole au cœur de sa propre région, c'est un État dans l'État. Et les deux instances vont se marcher sur les pieds. C'est révélateur de ces guerres politiques qui rongent le Grand Paris depuis des années. Alors il y a une guerre politique et puis il y a aussi une mécanique d'action publique territoriale qui ne fonctionnera pas. Je veux dire, si on a une grande métropole qui intègre Saclay, Roissy, il ne reste plus rien à la région. La région va s'occuper des zones rurales, de la Seine-et-Marne, de Provins et de petites villes qui sont plus provinciales que... Je ne partage pas votre avis. On peut étendre les compétences des régions. Il y a le sujet qui est posé aussi, c'est faut-il donner plus de compétences aux régions? Le choix a été fait de ne pas agrandir la région Île-de-France. Il a été fait par le précédent gouvernement. Mais pour autant, on peut donner davantage de compétences aux régions en matière d'emploi, de travail, de formation professionnelle par exemple, mais pas seulement, de aussi rendre encore plus cohérentes certaines compétences autour du développement économique. Par exemple, encore une fois, j'ouvre des pistes, je ne prétends pas ici... à comprendre qui s'occupe de développement économique, la métropole ou la région? C'est une question, c'est justement l'une des questions qui est posée, et... Il y a forcément des réponses qui doivent être apportées, mais on ne peut pas apporter des réponses si on commence en fermant les portes et en disant la seule solution c'est le statu quo, parce que c'est trop compliqué de changer. Béatrice Gibelin, vous vouliez réagir ensuite, Stéphane Troussel. Oui, je voulais réagir là-dessus, parce que je ne suis pas sûre que dans la tradition française, et on n'élimine pas les traditions politiques que nous avons, si au fond on est si près que ça à une vraie régionalisation en France. Est-ce qu'on est vraiment prêt à donner des compétences importantes aux régions? Je prends simplement l'éducation nationale. Est-ce que vous imaginez que si l'éducation nationale était confiée aux régions, ça poserait aucun problème et on n'aurait pas quelques manifestants dans la rue? On parlerait d'inégalité. Si on confiait la police aux régions, vous croyez que ça se passerait de la meilleure des façons? Certainement pas. Nous sommes un État qui s'est construit dans la centralisation et c'est un héritage que nous avons, ce qui explique Paris et son importance d'ailleurs. Si Paris est ville-monde, c'est bien le résultat de l'histoire. Et ça, je crois que tout ce qu'on pense, il faut le penser en tenant compte de ces strates historiques, en tenant compte, et je le redis, de ces rapports de force. Pécresse était très favorable à la métrole. Une fois qu'elle est présidente de région, elle voit bien... Il y a d'autres qui étaient favorables à la suppression des départements aussi. Stéphane Troussel, on va vous laisser réagir. Et là-dessus, nous n'avancerons, et je suis pour avancer, que si on pense bien les choses. Et je voudrais juste revenir rapidement sur Lyon, parce qu'on est passé rapidement. Absolument. Pourquoi Lyon, ça a été possible? Parce que le Rhône est un tout petit département. Et le Rhône est un tout
petits départements parce qu'il y a eu la révolte des canuts et que pour les contrôler, il a fallu absolument réduire le territoire. C'était non, c'était pas pareil. C'est aussi parce qu'il y avait un vrai leadership quand même. Le statut de Paris, historiquement, est très lié au mouvement révolutionnaire. Attendez, un accord entre Gérard Collomb et M. Mercier. Mais bien sûr, le département ne pesait presque plus rien. La stratégie de construire le Grand Lyon, qui est une stratégie extrêmement intelligente, incontestablement, mais ça a été possible parce qu'il n'avait pas face à lui des poids très très lourds à la tête de budget, de population avec lesquels Stéphane Troussel. Par ailleurs, ce débat, il n'intervient pas dans n'importe quel contexte. Enfin, maintenant, le président de la République, son gouvernement et sa majorité, ils sont là depuis quelques mois. On voit bien quelle est la politique qui est en train d'être menée. Bah oui, c'est une politique, allez, c'est pas un gros mot, libérale, où finalement, tout ce qui relève de la cohésion sociale, la baisse des APL et l'attaque contre le logement social et l'attaque contre la politique de la ville. Donc, si le Grand Paris, c'est une arme finalement, pour réduire le service public local de proximité, les politiques de solidarité, eh bien, nous allons faire entendre. Et on va s'arrêter là-dessus. Un dossier brûlant, on l'a bien compris ce soir. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. Ne manquez pas l'invité demain matin de Territoire d'Info. C'est Christian Estrosi, le maire LR de Nice. En attendant, passez une très belle soirée. Restez au cœur du débat.